On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Avec au sommaire Donald Trump en route pour une comparution historique. Pour la première fois, un ancien président des États-Unis fait face à la justice fédérale américaine, inculpé pour avoir conservé dans sa résidence de Mar-a-Lago des documents secret défense concernant notamment du nucléaire ou la protection des États-Unis en cas d'attaque. Comment rendre à nouveau la France indépendante en matière de médicaments? Emmanuel Macron dévoile un plan. Objectif, relocaliser la production de 50 molécules jugées essentielles. C'est tout de suite, on va plus loin. Il est actuellement dans l'enceinte du tribunal de Miami, arrivé ces dernières minutes sans faire de commentaires. Pour la première fois, un ancien président des États-Unis comparaît donc devant la justice américaine. Donald Trump qui va se voir signifier les charges qui lui valent inculpation aujourd'hui. Jules Boiteau. Après n'avoir jamais reconnu sa défaite, il a voulu garder quelques souvenirs de la Maison-Blanche. Parmi les 37 chefs d'accusation énoncés dans ce document de 49 pages, Donald Trump est inculpé pour rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale. L'ancien président américain est accusé d'avoir emporté des centaines de documents classés secret défense qu'il n'avait pas le droit de conserver après avoir quitté ses fonctions. Des documents stockés à son domicile de Mar-a-Lago en Floride, dans des zones non sécurisées, comme ici sur le sol d'une salle de bain. Les documents compilés à l'origine par la CIA, la NSA et le ministère de la Défense contenaient des informations sur les programmes nucléaires des États-Unis, les satellites espions et la capacité de défense et d'armement de l'armée américaine et des gouvernements étrangers. Certaines pièces du Pentagone décrivent même un plan d'attaque potentiel. Une manne d'informations ultra confidentielles que Donald Trump est ensuite accusé d'avoir cachées aux enquêteurs du FBI. L'ancien chef d'État aurait demandé à son assistant personnel, lui aussi inculpé, de déplacer les boîtes pour les cacher ou de détruire les preuves. Les enquêteurs détiennent des conversations entre Trump et ses avocats concernant les investigations. Que se passe-t-il si nous ne répondons pas du tout ou si nous ne rentrons pas dans leur jeu? Ce ne serait pas mieux si nous leur disions simplement que nous n'avons rien ici? Enfin, l'ancien président est soupçonné d'avoir révélé les documents à 2 reprises dans son golfe du New Jersey à des personnes n'ayant pas besoin d'en connaître. Donald Trump rejette toutes ces accusations, qu'il décrit comme une chasse aux sorcières politiques. Il a d'ores et déjà promis de poursuivre sa campagne présidentielle. Mathieu Mabin, vous êtes sur place, près du tribunal de Miami. Comment va se dérouler la procédure de comparution ? Bon, écoutez, ça va être extrêmement simple et certainement extrêmement rapide. Donald Trump est arrivé il y a maintenant un peu plus d'une grosse demi-heure et figurez-vous qu'il est arrivé avant la juge qui va l'entendre. C'est-à-dire que pour la première fois de sa vie, probablement, Donald Trump était ponctuel et on comprend pourquoi, effectivement. Il ne pouvait pas rater ce rendez-vous. Un rendez-vous qui ressemble à une réception de chef d'État, ni plus ni moins. Ne vous inquiétez pas, la caméra va bouger un petit peu pour que je puisse vous montrer le convoi de Donald Trump qui démarre au bout du boulevard où je me trouve, derrière le tribunal. Tout au bout là-bas, vous apercevez peut-être un véhicule noir qui est le véhicule de tête, le véhicule de Donald Trump. Et dans l'autre sens, vous allez apercevoir l'intégralité du convoi jusqu'à l'ambulance qui normalement est réservée effectivement au déplacement des présidents. On a vraiment l'impression ici à Miami, derrière ce tribunal, pour la porte d'entrée des VIP de ce tribunal fédéral de Miami, que c'est bien le président des États-Unis qui est reçu. Et d'ailleurs, c'est le sentiment des supporters de Donald Trump que vous pouvez apercevoir au bout de ce boulevard qui ont été maintenus en dehors de la NAS par la police de Miami qui a mis absolument tous ses fonctionnaires sur le terrain aujourd'hui. Des supporters qui sont venus très nombreux et parmi ces supporters les plus radicaux comme on l'imagine. Et notamment un groupe des Proud Boys originaires de Floride. Vous savez, les Proud Boys, ce sont ces militants qui ont mené l'attaque sur le Capitole le 6 janvier 2021 lorsque Donald Trump mettait un petit peu de temps à quitter la Maison-Blanche. Vous vous en souvenez évidemment. Et d'ailleurs, c'est globalement à peu près la même ambiance ici à Miami aujourd'hui. C'est une ambiance que redoutent d'ailleurs les autorités de la ville et les autorités fédérales.
On pense que cette interview, cet échange avec la magistrate en charge du dossier ici au tribunal fédéral de Miami sera très courte, tout simplement pour préserver l'ambiance générale et la sécurité publique dans la ville de Miami. Il n'est pas question effectivement que Donald Trump apparaisse diminué, menotté, humilié, tout simplement pour que les centaines de militants pro-Trump radicaux qui sont autour du tribunal ne dérapent pas en réalité. C'est la grande angoisse qui occupe l'esprit en tout cas du maire de Miami au moment où nous parlons. Donc ces images de prise d'empreintes digitales, cette photo d'identité judiciaire de face et de profil comme tout justiciable américain, eh bien on ne les verra pas ces images-là, Mathieu? Alors normalement non, on est vraiment à l'abri de rien puisqu'aucune communication n'a été faite évidemment par les autorités de la ville et encore moins par les magistrats en charge du dossier comme vous l'imaginez, mais on devine effectivement, comme on le disait à l'instant, qu'il y a une vraie angoisse sur les dérapages qui pourraient s'inscrire dans le cadre de cette audition très spéciale, cette audition unique en fait dans l'histoire des États-Unis, puisqu'il faut le rappeler, c'est la première fois qu'un ancien président des États-Unis est convoqué par un tribunal fédéral dans ce pays. Ça n'est absolument pas anodin et c'est encore moins anodin puisqu'il s'agit de Donald Trump et c'est encore moins anodin puisque Donald Trump est soutenu par les hommes que nous connaissons, les hommes et les femmes d'ailleurs, même s'il y a une écrasante majorité d'hommes, mais des hommes qui sont absolument convaincus que Donald Trump est toujours le président des États-Unis en exercice et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est accueilli ici. Joe Biden n'est pas notre président, ce sont des slogans que nous entendons autour de nous et depuis plus de 24 heures maintenant, c'est-à-dire depuis que les branches dures des militants pro-Trump se sont donné rendez-vous convergents parfois de tout le pays pour venir soutenir leur mentor pour cet enjeu absolument colossal pour Donald Trump, parce que disons-le, ce que risque Donald Trump dans cette affaire, au-delà même de la prison, qui ne l'empêcherait pas d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est une des étrangetés de la Constitution des États-Unis, ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est d'être privé de ses droits civiques et d'être frappé d'inéligibilité, ce qui l'empêcherait notamment de concourir évidemment pour la présidentielle de 2024, ce qui l'empêcherait de gagner et ce qui l'empêcherait donc de s'auto-amnistier, comme le permet encore une fois une autre bizarrerie de la Constitution américaine, de s'auto-amnistier. Merci Mathieu Mabin. Vous restez avec nous donc sur place aux abords de ce tribunal de Miami. Patricia Alemonière, cette nouvelle procédure judiciaire d'un Donald Trump dont on apprend qu'il vient d'être placé formellement en état d'arrestation, comme c'était attendu. Une procédure inédite, celle-là, puisqu'il comparaît, on vient de le dire cette fois, devant la justice fédérale. Elle est accablante pour lui politiquement ou bien une nouvelle occasion d'énergiser sa base, pardonnez ce néologisme, lorsqu'on voit ces images? Alors, il semblait un peu inquiet ces derniers jours avec quelques problèmes d'avocat qu'il a eu à résoudre au dernier moment, décidant finalement de ne pas plaider en sa faveur. Mais bon, il a eu son avocat de New York qui était venu au tribunal à New York et un autre. Donc l'affaire s'est réglée, mais il va une fois de plus jouer la perpétuelle victime d'un complot, d'une cabale politico-judiciaire à son encontre. Quand bien même c'est lui qui a nommé la juge qui est chargée de cette affaire. Oui, non, mais ça c'est autre chose. Mais vis-à-vis de son électorat, c'est ça qu'il va jouer. Qu'il ait nommé cette juge et que cette juge soit plus favorable à Trump, on l'a vu déjà, elle est déjà intervenue au début de la procédure. Donc on va bien voir comment tout ça va se dérouler. Nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, il va jouer par rapport à son électorat traditionnel. Le procès de New York a joué en sa faveur, on l'a vu, il a rebondi dans les sondages. Et là, il va faire une déclaration encore ce soir, quand il sera rentré dans le New Jersey, sur sa propriété, il va faire une déclaration à la presse. Donc chaque fois, il veut rebondir. Mais ce qui est étonnant chez cet homme, c'est cette capacité qu'il a à rebondir et à mentir. Parce que, souvenez-vous, c'est le même homme qui, en 2016, au moment des élections, accusait Hillary Clinton qui avait utilisé un mail personnel, eh bien de mettre en danger la sécurité de l'État en utilisant un mail qui n'était pas sécurisé de l'État. Et c'est lui-même qui avait dit « Je vais faire en sorte que tous les documents classifiés soient protégés. On doit appliquer la loi ». Et d'ailleurs, le camp Hillary Clinton estimait que c'était toute cette campagne qui avait causé sa défaite, vrai ou faux. Mais c'est le même homme qui, lui, effectivement,
détourne la loi et fait ce qu'il veut avec la loi, quoi. Comment vous expliquez effectivement, Gauthier, que Donald Trump, sans vergogne finalement, use à son bénéfice des arguments précisément qu'il employait contre son adversaire d'alors, Hillary Clinton, et cette fois en plus avec le soutien de tous ses concurrents du camp républicain? Alors, je vais prendre le plus facile en apparence. C'est la deuxième partie de votre question. Ces concurrents républicains sont embêtés parce qu'ils essayent de se démarquer de Donald Trump. Or, politiquement, il n'y a pas énormément de différence. Il n'y a pas énormément de différence. Regardez, tous les candidats qui se sont déclarés jusqu'à présent sont extrêmement conservateurs, sont réactionnaires. DeSantis, on a souvent dit, et c'est pas faux, qu'il est une sorte de Trump qui aurait été qui aurait un peu travaillé ses questions, qui aurait travaillé un peu sa propre idéologie. Aujourd'hui, parmi ces candidats, à ma connaissance, il n'y en a que deux, Mike Pence et Chris Christie, qui osent critiquer Trump. Nommément, les autres ont tellement peur du retour de bâton, sans compter aussi que les menaces existent. Les menaces, il y a peut-être un peu d'opportunisme politique. Si Trump ne peut pas se présenter, il faudra bien récupérer ses électeurs, et donc pas les insulter aujourd'hui. Certes, mais c'est aussi un problème de ne pas se démarquer. Quand on entre en lice contre quelqu'un, il faut pouvoir prouver qu'on n'est pas forcément du même acabit. Donc ça, c'est pour votre seconde question. Sur la première, comment peut-il se permettre ce qu'il se permet ? Et ça marche surtout, auprès du même électorat qui vouait aux gémonies Hillary Clinton, pour les mêmes raisons. Alors, il y a justement ce fond qui est aberrant dans la mesure où les militants de Trump accusent les démocrates, mais des pires crimes, des pires vilainies. Souvenez-vous de cette affaire de pédophilie qui se déroulait, qui se déroulait dans des sous-sols de pizzeria. Ils avaient complètement fantasmé sur la question. Donc, il y a, à partir du moment où le deep state, c'est-à-dire l'État profond, dominé par des démocrates véreux et criminels, est à l'action, eh bien, il n'y a pas de raison que les républicains se tiennent à carreau et de manière intègre. C'est-à-dire que tout est permis, y compris... Mais d'ailleurs, personne ne se pose la question ce que Trump aurait pu faire de ces documents. Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, qu'il les avait montrés à certains de ses amis, en disant, écoute, je crois qu'Alain, il a dit, écoute, je ne devrais pas te le montrer, mais je le fais quand même. Bon, mais qu'aurait-il fait de ça ? Trump est quelqu'un qui est habitué aux transactions financières. Est-ce qu'il les aurait vendus à un moment ou non ? Monnayés. Bon, tout ça est hallucinant et en même temps, comme vous le dites, Trump demeure le champion d'une catégorie d'Américains qui a cessé de parler, c'est pour ça qu'on a souvent parlé ici sur ce plateau de rupture sémantique, de parler la même langue que les autres, au point que tout ce qui émane du gourou, parce que c'est presque ça le rapport à Trump de la part de certains de ses adeptes, eh bien tout ce qui émane du gourou, de toute manière, ne peut être que pour le bien dans la mesure où c'est dirigé contre cet État démocrate qui est honni et accablé, affublé de tous les maux possibles. On a pourtant là, Mathieu Mabin, quand même des accusations qui sont graves sur la nature même des documents saisis au domicile de Donald Trump. On a là des documents, des éléments qui touchent à la sécurité nationale des États-Unis. Le dossier du nucléaire, l'éventuelle manière dont les États-Unis aussi pourraient faire face à une attaque venue de l'étranger. Est-ce qu'il n'y a pas là tout de même une imprudence au minimum qui ébranle les certitudes des républicains les plus attachés à la sécurité de leur pays, justement ? Bien sûr que si, effectivement, Raphaël. Et c'est d'ailleurs une question qui déchire le Pentagone. Alors évidemment pas en public, mais dans les couloirs du Pentagone, les officiers généraux qui ont entouré Donald Trump durant la totalité de son mandat, ou en tout cas qui ont servi son administration, sont plus que dubitatifs. Évidemment que ça ne les fait pas rire. Et à la tête de ces officiers généraux, il y a le général Mike Milley qui, par ses fonctions de chef d'état-major des armées américaines, devait briefer, comme on dit dans le jargon militaire, le président des États-Unis régulièrement sur les hypothèses de riposte, voire d'attaque des ennemis de l'Amérique un peu partout à travers le monde. Et on pense évidemment au premier chef, à l'Iran. Et ces briefings ont, on le sait désormais, été rendus
publics, ou en tout cas ont été partagés par Donald Trump avec quelques-uns de ses amis à Mar-a-Lago sur la base de ces documents qu'il a conservés. Alors évidemment que dans l'entourage immédiat de Donald Trump, personne ne dit mot, c'est ce qu'on dit sur le plateau, Gauthier vient de le rappeler. Il y a une vraie inhibition chez les républicains, même chez les républicains modérés d'ailleurs, dès lors qu'ils ont un tout petit peu d'ambition en politique. Personne n'oppose de critique directe à Donald Trump, mais bien entendu que c'est un problème de sécurité nationale. Et il a été constaté par le secrétaire à la justice lui-même, Merrick Garland. Et c'est pour ça que cette procédure a lieu aujourd'hui ici à Miami. C'est parce qu'il y a un vrai problème, un problème de menace sur la sécurité nationale américaine. Et c'est vraiment le dernier sujet de plaisanterie ici aux États-Unis. Donc, bien entendu qu'il y a des charges extrêmement lourdes qui pèsent sur Donald Trump. Et en réalité, cette fébrilité qu'on détecte chez les républicains aujourd'hui, cette angoisse parmi les militants, elle repose tout simplement sur un risque bien réel que cette fois la procédure aboutisse. Des documents, on vient de l'entendre, Patricia Lémonière, que Donald Trump a non seulement dissimulé, enfin en tout cas conservé chez lui, dissimulé, si l'on en croit les enregistrements téléphoniques aux fédéraux américains, et dont il a fait, Mathieu Mabin vient de nous le dire, partager un certain nombre de personnes. Là, on croit rêver tout de même, de personnes qui ne sont évidemment pas habilitées au secret défense. Oui, pour nous, vu de France, de notre petite lorgnette, effectivement, on croit rêver, mais dans l'optique Trump, il n'y a pas d'interdit. À partir du moment où il est président, il peut tout faire, il peut tout dire. N'a-t-il pas Sauf qu'il n'était plus président. N'a-t-il pas déclaré? Oui, effectivement, mais en toute impunité, il a déclaré, bon, je ne les ai pas déclassifiés, ces documents, parce qu'en tant que président, je pouvais les déclassifier. Maintenant, je ne suis plus président, je ne les ai pas déclassifiés, mais ce n'est pas grave. Pour lui, si vous voulez, c'est un transgressif. Et ce que son électorat aime, c'est que justement, il transgresse toutes ces lois de cet État, que la plupart de ce socle dur de son électorat, cet État fédéral est détesté par ce socle. Et donc, à partir du moment où leur héros, leur chantre, eh bien, conteste, transgresse les lois de l'État fédéral... Jusqu'à les rendre eux-mêmes vulnérables en tant que citoyens. Ils s'en moquent parce que, si vous voulez, je pense que eux, ils se disent capables d'assurer leur défense. Et d'ailleurs, à ce point-là où ils se disent capables d'assurer leur défense, quand on voit la fiancée du fils aîné de Trump qui tweet « Le châtiment est en route », vis-à-vis des démocrates et du procureur général. Enfin, je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux montre bien que tous ces gens-là se pensent et se croient et se vivent comme invincibles. On touche là au danger même du populisme incarné par Donald Trump, Gauthier Belinsky, parce qu'on n'est plus seulement effectivement dans des propos d'estrade. Là, on est dans la sécurité d'un pays, de ses citoyens, et la mise en danger, nommément, des politiques et des juges par des partisans, et en l'occurrence la famille même de Donald Trump. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Et ce que vient de décrire Patricia l'illustre bien. Il y a un côté de manière sidérante, infantile et puérile dans cette transgression. Parce que c'est vrai qu'il y a la transgression, mais elle est, quand Patricia dit ces gens-là sont persuadés qu'ils peuvent se défendre eux-mêmes, oui, vous avez quantité de partisans comme Jack Angeli, l'homme qui avait une peau de bête et des cornes, qui vous disent, nous pouvons défendre les États-Unis. Bon, avec quoi? Avec des armes, oui, avec des armes de poing ou avec des fusils automatiques. Mais les mêmes, Gauthier, qui jugeaient Hillary Clinton irresponsable d'héberger ses mails sur son serveur personnel. Oui, mais parce que c'était, là vous le disiez tout à l'heure, de l'opportunisme politique. Là où c'est effectivement très dangereux, c'est qu'il y a la croyance, on est quand même, alors là, dans le domaine de la croyance absolue, et donc avec cette foi de charbonnier, comme on disait autrefois, vis-à-vis d'un Trump qui est représenté comme un gourou. Et en plaçant une équivalence d'ailleurs avec ce qu'a fait Joe Biden, qui lui pourtant s'est déclaré et a livré spontanément ces archives qui dataient en plus de la période Obama. Tout à fait. Alors des archives qui dataient de la période Obama, et là effectivement c'est quelque chose qui relève de l'état profond. Encore une fois, juste un mot qui me paraît important. La plupart des militants de Trump aujourd'hui disent cette justice fédérale est pourrie. Ça n'est pas nouveau, c'est vieux comme les États-Unis. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que la justice au niveau local, et c'est là l'une des choses qui plombe les États-Unis, elle l'est souvent, la plupart du temps, les juges sont élus comme on élit le shérif, etc. Et là,
Là, il n'y a Justice pas de politisée. Ouais. Voilà, et là, il n'y a pas de protestation, parce que cette justice locale, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, elle vient à la rescousse des républicains. Donc, il y a l'élaboration de ce qui est la justice fédérale, parce que justement, elle a une capacité de rétorsion vis-à-vis de ces menées-là, et en revanche, la justice locale, elle passe très bien, parce que justement, elle peut être au service des républicains. Donc, ça veut dire d'un mot, ça veut dire que l'intérêt commun en termes d'égalité du citoyen, et d'ailleurs on le voit bien, Trump n'est pas traité comme un autre justiciable, eh bien ça n'a aucune espèce d'importance pour Trump et ses soutiens. Vous vouliez dire un dernier mot, Patricia, quand on sait à quel point le règne de la loi est quand même placé au-dessus de tout aux États-Unis, pays ô combien procédurier en matière judiciaire. Mais aujourd'hui, il faut bien voir que l'Amérique, on ne le cesse de répéter depuis des mois et presque des années, est totalement divisée entre une Amérique et une élite qui reconnaît encore les lois, qui reconnaît qui a le sens de l'État, chez les républicains aussi. Parce qu'on voit qu'actuellement, au Sénat en particulier, les républicains se font très discrets sur cette histoire. C'est plutôt à la Chambre qu'ils montent et qu'il y a un noyau dur. Donc il y a une partie des républicains qui croient encore à cet État, mais il y a cette Amérique profonde qui, elle, rejette l'État fédéral et le rejette jusqu'au bout. Allez, Mathieu Mabin, on vous retrouvera d'ici moins de 10 minutes maintenant dans le prochain journal pour revenir justement sur cette comparution de Donald Trump qui a été donc formellement placé en état d'arrestation. C'est symbolique parce qu'évidemment il ressortira libre du tribunal, mais en tout cas voilà, la comparution suit son cours à l'heure qu'il est. Emmanuel Macron, lui, était en Ardèche, une visite à l'usine du laboratoire Aguettant à Champagne, spécialisée dans les anesthésiques pour parler souveraineté dans le domaine du médicament. Le chef de l'État qui entend ainsi relocaliser la production de 25 molécules dans les prochaines semaines ici en France. Un investissement qui s'élève en tout à 160 millions d'euros. Écoutez Emmanuel Macron. Avoir une stratégie d'innovation forte, y mettre les moyens, simplifier, accélérer nos dispositifs, et puis garder ce qui est une force française, qui est de conserver un accès pour tous aux médicaments, parce que ce modèle, nous y tenons, et donc les médicaments classiques, historiques, mais aussi les médicaments les plus récents, parfois en cours de développement, nous voulons qu'il y ait cet accès pour tous. Alors, il y a eu l'effet Covid qui a évidemment désorganisé les chaînes d'approvisionnement, mais pas seulement, Patricia. La France aujourd'hui est très largement dépendante, notamment de la Chine. Oui, la France est très largement dépendante de la Chine et de l'Inde. Donc ça, mais c'est reconnu depuis, cette dépendance n'a fait que croître depuis des années. Des études ont été faites par différents syndicats, par les associations de pharmaciens, etc., et de l'industrie, pour montrer que cette dépendance n'avait fait que s'accélérer ces 10 et 20 dernières années, et déjà bien avant le Covid. On avait souffert d'un manque de médicaments. Il faut savoir que les Français sont les plus gros consommateurs, parmi les plus gros consommateurs de médicaments en Europe. Et que donc, effectivement, Emmanuel Macron, dès la crise du Covid, avait déjà dit qu'il fallait relocaliser. Alors là, on a un projet avec quelques dizaines de millions d'euros, etc., pour investir sur des molécules. Tout ce que l'on espère, c'est que la France ne se contente pas de quelques projets, parce qu'il faut que les industriels suivent. Et le problème des industriels, c'est qu'ils disent « Nous, on veut bien relocaliser, mais tout ça ne nous rapporte pas un centime. » Parce que la plupart des médicaments génériques sont fabriqués en Inde, sont fabriqués en Chine. Nous, on ne gagne rien dessus. Et un industriel, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit gagner de l'argent et il doit aussi investir pour la recherche. Or, on note, et j'en finirai par là, que depuis plusieurs années, la France, par rapport même à l'Allemagne, même par rapport à l'Irlande et au Royaume-Uni, propose et crée de moins en moins de médicaments nouveaux et novateurs sur le marché. Faut-il, Gauthier, produire ici en France à coût parfois élevé des produits, y compris à faible marge, comme le paracétamol par exemple? Est-ce que ça a un sens? Alors, il y a, me semble-t-il, quand même une réponse dans la volonté des pouvoirs publics. Certes, quand la crise du Covid a commencé, on n'en était pas où on en est aujourd'hui, avec notamment l'agression russe en Ukraine, mais il me semble qu'il y a quand même dans cette indépendance la volonté de se dire, après tout, on est tellement, justement, pieds et poings liés à des puissances qui, si elles le souhaitaient, pourraient fermer le robinet en disant, vous, occidentaux,
on vomit votre modèle de vie, c'est terminé. Donc là, il y a quand même si vous voulez, quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion politique face à la facilité du mercantile. Hein, le commercial dit, écoutez, il suffit de donner de l'argent et puis les autres nous donneront le produit. C'est pas si simple que ça. Alors, sur le deuxième aspect de votre question, oui, c'est problématique, effectivement, de produire des médicaments à faible marge, d'autant qu'en plus, ce sont des produits qui ont tendance à être de moins en moins remboursés, et que donc il faut veiller à ce qu'on appelle la soutenabilité économique, c'est-à-dire que les choses continuent à flot, une entreprise, les salaires et les emplois. On l'a vu avec les masques, hein. On l'a vu avec les masques et finalement on n'en porte plus. Donc, Alors, justement, est-ce que là, le problème n'est pas, encore une fois, une question de taille et d'échelle? Il me semble qu'au niveau européen, il peut y avoir un moyen de développer les choses en grand, en ayant justement, sans que soit incompatible, la recherche donc sur des médicaments qui, eux, auraient un effet profondément bénéfique, que ce soit sur le cancer, en matière de cardiologie, etc., sans que pour autant on soit desservi, si vous voulez, sur la phase essentielle qui peut être capitale, on l'a bien vu, au moment du Covid. Oui. Il me semble que les deux ne sont pas incompatibles, à condition que l'on ne voit pas ça comme étant une affaire franco-française, mais qui est une façon d'ouvrir et de définir, par exemple, avec un certain nombre de pays européens, avec tous les pays européens, au lieu de définir 10 ou 15 produits indispensables, on en définit 50, 60 ou 70. Et ne pas remettre notre santé dans les mains de l'étranger. C'est le cas, par exemple, des diabétiques aujourd'hui qui sont ultra dépendants. Hein, mais on a bien vu, quand la Chine a eu sa poussée de Covid, après avoir levé les restrictions, ils ont fermé les portes et empêché les médicaments comme le paracétamol de sortir. Donc il y a eu une pénurie à ce moment-là. Donc effectivement, il n'y a pas que la volonté politique, mais aussi l'intérêt de ces pays qui ont de plus en plus de population, qui augmente, comme l'Inde, et qui demandent de plus en plus de médicaments. Merci Patricia Lémonière, Gauthier Ribinski. C'était On va plus loin, prochain journal dans 4 minutes.